Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bien-être sur l'intensité émotionnelle. Maintenant que nous avons décrit les traits majeurs de l'hypersensibilité et rappelé qu'il s'agit juste d'une vue d'ensemble, voyons pourquoi on se sent différent quand on est émotionnellement intense. Donc rappelons-le, être hypersensible, ce n'est pas une maladie en soi. À vrai dire, pour Emilo, c'est souvent le signe d'une intelligence élevée, de talent, de capacité unique. Et donc elle fait le lien entre hypersensibilité et haut potentiel. Ceci dit, étant hypersensible, vous avez pu voir des professionnels de santé et être mal diagnostiqués. Si ce n'est pas le cas, vous avez pu tout simplement être critiqué à l'école, au travail, et vous avez pu vivre beaucoup de moments d'incompréhension parmi vos proches aussi. Emilo nous explique que, suite à ça, il est tout à fait compréhensible qu'en tant que personne intense, vous commenciez à croire que vous avez un problème. Je confirme, c'est ce qui m'est arrivé. De manière ironique, cela fait développer une mauvaise estime de soi, un sentiment de solitude, qui nous rend, en tant qu'hypersensible, plus sujet à de réels troubles mentaux. Emilo rappelle que le cerveau est différent d'une personne à l'autre et que la recherche a démontré que certaines personnes étaient nées avec une composition biochimique ou neurologique particulière qui peut les rendre plus intenses sur le plan émotionnel ou intellectuel, plus sensibles, plus réceptives aux stimuli externes que la moyenne de la population. La moyenne étant un concept, contrairement à l'impression que ça donne, la moyenne c'est juste, on prend tous les critères et on dit, bon ben voilà ceux qui reviennent le plus. Ça ne veut pas dire que la majorité des personnes sont dans ces critères. Et je pense que si on prend la moyenne et qu'on cherche les personnes qui sont à 100% dans cette moyenne, on va trouver une sacrée minorité. La neurodiversité, c'est une réalité biologique. Ce terme décrit les variations infinies qui existent dans notre fonctionnement en tant qu'être humain. Et c'est l'idée même de norme, de percevoir le monde d'une seule manière, qui n'est pas en soi naturelle. C'est une construction culturelle. De nos jours, la compréhension un petit peu globale, vulgarisée de la santé mentale et des difficultés qui vont avec, se réduit à mettre des gens dans des cases correspondant à tel trouble, tel diagnostic. En tant que thérapeute, bien sûr, Emilo ne rejette pas l'intérêt d'un diagnostic qui peut permettre d'accéder, dans certains cas, au bon traitement, par exemple. Mais elle rappelle que tout ce qui est à taille unique a ses limites. Si vous prenez un vêtement taille unique, il ne va pas aller à tout le monde. Il va aller à une petite partie de la population qu'on considère comme étant dans une certaine norme. Le principe même de neurodiversité fait partie de l'humanité, c'est un facteur de l'évolution. C'est ce qui nous rend plus forts en tant qu'espèce, en tant que communauté, en tant qu'individu. C'est le principe même de l'évolution. S'il y avait une norme à suivre, il n'y aurait donc pas besoin de changement, donc pas d'évolution, donc on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Et ça vaut pour tous les vivants d'ailleurs. Le problème, c'est que le modèle médical, de nos jours en tout cas, soutient qu'il y a une façon normale et souhaitable de fonctionner, une manière saine d'être, que ce soit physiquement ou mentalement, et que du coup, si on sort de cette norme, on est dans le trouble. Prenons un exemple simple. Tous les ans, la plupart d'entre nous avons un rhume. C'est pas méchant, c'est casse-pied, et il n'y a pas d'année sans rhume pour personne sur l'humanité, c'est même impensable. Je pense que personne ne l'envisage. Le rhume, par définition, c'est une maladie, il relève du trouble. Il est considéré comme un état de santé qui n'est pas l'état de santé normal, souhaitable du point de vue médical. Mais je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, c'est casse-pied au possible, on est malade, on n'est pas bien, on n'est pas au top de la forme. Ceci dit, on est tous d'accord pour dire que ce n'est qu'un petit rhume, même s'il peut être casse-pied, qu'on peut avoir de la fièvre, qu'on va se sentir complètement KO, donc il ne nous empêche pas de fonctionner, à peu près normalement, et que finalement attraper un rhume, c'est banal et plutôt normal. Ce que j'essaie de montrer par ce parallèle, c'est que si on a tous un rhume tous les ans, et que c'est tellement facile d'attraper un rhume, est-ce qu'on peut pas considérer finalement que c'est juste normal? Donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un trouble? C'est juste une question. J'ai pas envie de me mettre toute la communauté médicale à dos parce que j'ai dit qu'un rhume n'était pas une maladie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que, est-ce que vraiment, si majoritairement on a tous cette maladie, est-ce que ça fait pas juste partie d'une certaine forme de normalité? Donc voilà, donc du coup le rhume serait normal. Et qu'est-ce qui relèverait vraiment du trouble? Quand on a une maladie, là pour le coup je vais parler de l'actualité même si j'en parle pas beaucoup du Covid parce que je trouve ça un peu anxiogène, mais une maladie comme le Covid relèverait beaucoup plus du trouble, si on regarde les choses de ce point de vue-là, que le rhume. Et entre les deux on mettrait la grippe, j'imagine. Et c'est pour ça que j'espère sincèrement qu'on va réussir à se débarrasser de ce Covid, comme je pense tout le monde. Mais
Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on accepte qu'il y a certaines maladies qui resteront. Est-ce qu'on peut vraiment espérer une santé parfaite ? J'en doute. J'en doute et je pense que c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, que on a amélioré grandement nos conditions de vie et de santé, mais que, au final, la santé à 100%, ça doit pas être la norme en fait. Ça doit pas être ce qui doit se passer. Pour revenir à l'hypersensibilité, ces dernières années, les psychologues, le public ont montré un intérêt croissant pour des sujets comme la sensibilité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, l'introversion, le bien-être, la créativité, le développement personnel. Et on se rend compte, nous dit Milo, que l'intensité émotionnelle chevauche beaucoup de tout ça. Cette propension à ressentir les émotions avec une plus forte conscience, une plus forte intensité, une plus forte profondeur, colle assez bien avec tout ça. Donc si vous vous reconnaissez, vous vous retrouverez peut-être aussi dans d'autres choses. Donc peut-être vous faites déjà partie des 15 à 20% de la population qui se définissent comme hypersensibles. Vous pensez peut-être que vous avez beaucoup d'empathie. Vous avez l'impression d'avoir des barrières psychologiques minces, ou vous êtes particulièrement doué dans une ou plusieurs formes d'intelligence, c'est-à-dire intellectuellement. Ça c'est le test de QI classique, la capacité à comprendre les choses assez simplement. Ça peut être simplement les logiques, la mathématique. Vous allez vous repérer dans les schémas, vous allez tirer des déductions, vous allez trouver que la logique c'est simple, il suffit d'être logique. Vous pouvez peut-être très doué en linguistique, vous savez bien vous exprimer avec la rhétorique, avec la poésie, la fiction. Ou vous pouvez maîtriser de nouvelles langues avec beaucoup plus d'aisance que la moyenne. Peut-être que vous êtes doué dans l'espace, vous arrivez bien à vous projeter mentalement, vous savez à peu près évaluer une distance, vous êtes dans un magasin, vous n'avez pas besoin de prendre votre mètre pour savoir que l'armoire rentrera ou rentrera pas. Vous êtes peut-être doué en musique, vous arrivez peut-être aisément à reconnaître, à composer des notes, des tonalités, des rythmes. Ça ne veut pas dire que vous savez chanter ou jouer d'un instrument, simplement que pour vous c'est assez simple de reconnaître une mélodie, vous y retrouvez. Vous pouvez être doué corporellement et kinesthésiquement, c'est-à-dire que vous avez un sens aigu de votre corps et la capacité à bien communiquer par les gestes, à faire tomber votre geste au bon endroit, au bon moment. Vous êtes peut-être doué en relations interpersonnelles, vous arrivez à comprendre, à distinguer les émotions, les intentions des autres. Vous êtes peut-être aussi très doué sur le plan intrapersonnel, la capacité à vous comprendre vous-même, à comprendre vos sentiments, vos motivations. Et enfin, Emilo ajoute que vous êtes peut-être doué spirituellement, en parlant de sensibilité psychique, de clairvoyance. Et elle ajoute aussi des termes qu'elle crée en quelque sorte, clairaudience et clairconnaissance. Donc elle a pris la théorie des intelligences multiples de Gardner et elle a ajouté la dimension spirituelle en fait à tout ça. Donc peut-être que vous êtes absolument tout ça, peut-être que vous êtes une partie de tout ça, mais en tout cas voilà. Pour Emilo, l'intensité émotionnelle est une caractéristique innée, un tempérament. J'en ai brièvement parlé, pour une autre thérapeute avec qui j'ai échangé, c'est quelque chose d'acquis qui vient pour une bonne raison. Emilo avance qu'en tout cas il y a une biochimie du cerveau qui rend une personne susceptible d'être hypersensible. Donc ça n'est absolument pas contradictoire ce qu'elles disent les deux thérapeutes en question. Emilo dit qu'il y a de manière innée une propension à être hypersensible, et l'autre thérapeute dit que c'est acquis, c'est-à-dire qu'à partir de cette propension innée, eh bien, on va développer ou non notre hypersensibilité en fait. Pour revenir à Emilo, elle nous dit que vivre avec l'intensité émotionnelle est à double tranchant, que ça signifie un large spectre d'émotions de manière vive et profonde, donc douleur, détresse, désespoir, peur, tristesse, mais aussi, heureusement, amour, enthousiasme, bonheur, toute la gamme du positif aussi est extraordinaire. Ce qui signifie qu'on a un sens du sublime, beaucoup de vitalité, une appréciation profonde de la beauté du monde, mais qu'au pire, on peut aussi avoir l'impression d'être dans une tempête interminable, incontrôlable et dévorante, dans un monde d'une laideur insondable. Et la question, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Pour trouver cet équilibre, je pense que ça passe d'abord par la prise de conscience. Et du coup, c'est pour ça que l'article d'Emilo, son livre, d'autres articles et d'autres livres sur la question peuvent être un bon point de départ pour commencer déjà à identifier tout ça et à se rendre compte que, ok, on n'est pas malade, on n'est pas un cas pathologique. Ça donne du sens. Le livre d'Emilo, je l'ai dit, m'a aidé à éclairer pas mal d'épisodes de mon passé et ça a donné du sens à ma vie en fait, à un moment où peut-être c'était difficile d'avoir cette impression que j'avais un sens, qu'il y avait une raison d'être là. Et je suis assez d'accord avec ce qu'Emilo dit pour conclure. En regardant les événements et les difficultés que vous avez connus d'un nouveau point de vue, vous
pouvez prendre conscience d'où venaient de nombreux commentaires blessants et inopportuns et vous sentir libre de vous embarquer dans un parcours de réelle découverte de vous-même. Et donc je vais conclure là-dessus parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, grâce en partie au livre d'Emilo, grâce au fait tout simplement d'avoir pu mettre un terme d'hypersensibilité, d'avoir pu dire bon bah voilà, autour de moi, voilà, je rentre dans cette description, je me retrouve dans cette description de l'intensité émotionnelle. Ça explique peut-être certaines choses que vous n'avez pas comprises et ça explique beaucoup de choses que moi j'ai vécues. Et notamment pourquoi je me suis toute ma vie sentie si différente. Voilà donc pour cette question de la différence. Une dernière petite vidéo arrive de conclusion et nous nous pencherons sur la nécessité ou non d'une thérapie pour les hypersensibles parce que Emilo est thérapeute donc c'est une question qu'il est important de poser. À bientôt et portez-vous bien.